Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous montrer l'échec et la meilleure réussite. Maïs réussi, maïs loupé. Donc là vous le voyez, le maïs a complètement été étouffé par le régras, sauf à l'endroit du tas de fumier, donc on voit bien la délimitation. Pile à l'endroit où il y a eu beaucoup de matière organique du fait que c'était au niveau du tas de fumier. Et vu que j'ai chargé, il n'y a pas de régras à cet endroit là, donc le maïs est réussi qu'à l'endroit du tas de fumier. Donc vu que j'ai un champ juste à côté, je vais juste venir là pour récolter en grain, je pense, l'emplacement du tas de fumier, mais ce sera tout quoi. C'est le pire champ, j'ai pas d'autres champs où c'est comme ça, j'ai d'autres champs où c'est moins réussi. Le principal échec est celui-là. Est-ce que le désherbage n'a pas été fait assez tôt? Le régras, vu qu'on a fauché, ça a forcément fait rainer et tout, mais ça l'a poussé à démarrer un autre cycle. Et après, on n'a pas réussi à le stopper, quoi. Donc ça donne ça. Donc à ne pas reproduire l'année prochaine de faire du maïs derrière du régras, parce que je pense que c'est trop compliqué. Et même si ça réussit, il faut mettre des doses de désherbant, il faut mettre des grosses doses de désherbant, quoi. Donc c'est problématique. Donc voilà, la suite dans l'autre champ. Donc voilà, donc là c'est un peu compliqué, je suis un peu pour filmer, il aurait mieux fallu du SMI à 75, mais vu que c'est pas du tout le but, c'est que c'est un peu embêtant de filmer dans le milieu, quoi, parce que dans l'autre maïs il est affreux, donc c'est plus facile de filmer. Là vous voyez, vous avez du maïs qui est à 2,60 m, 2,70 m, et là on est dans le haut du champ, donc on ira peut-être tout à l'heure voir dans le bas du champ ce que ça donne. Il faut vous dire que par contre dans ce champ là, et c'est là que je voulais introduire la notion de potentiel, la plupart fertilisent sans se poser de questions, ils mettent la même dose partout pour essayer d'avoir une moyenne, pour essayer d'optimiser la moyenne, quoi. Alors que au final, quand on veut faire peu de frais, je pense qu'il est plus pertinent de mettre les frais en conséquence sur des parcelles comme là, où je pense que c'est partie des plus belles, des parcelles qui ont le plus de potentiel sur la ferme, si ce n'est la parcelle qui a le plus de potentiel, en termes déjà de fond de sol, quoi, parce que pour avoir fait des profils dans cette parcelle là, à des endroits j'ai de la terre à 2 mètres, j'ai de la terre, on se croirait dans le département de la Manche, quoi. C'est assez impressionnant. Et bon, on n'a qu'une ou deux parcelles comme ça sur la ferme, faut pas rêver non plus. Et donc pour vous montrer quoi, ce que ça donne, voilà, est-ce que je peux lâcher sans prendre un maïs dans la tête? On est quoi? On est à 1,10 m, 1,20 m et on a le premier épi qui est fécondé. Donc est-ce qu'il va avoir le temps? Bon, peut-être pas forcément, mais on a déjà un bel épi. Et faut vous dire que c'est ça dans toute la parcelle. Donc là on est toujours le 28 août et le grain est en lait, quoi, il est vert. Et il y en a qui ont déjà la dernière semaine d'août là, qui ont déjà ensilé leur maïs. Donc soit ils ont mal travaillé, soit il y a un moment il faut exprès de mal travailler, quoi. Pas parce que vous avez envie d'ensiler fin août il faut forcément le faire, hein. C'est encore une fois, il y en a ils veulent décider de la récolte alors que c'est pas mûr. À une certaine époque j'aurais dédouané les mauvaises pratiques de dire que dans le monde agricole en France c'est pas simple, il faut pas en vouloir aux agriculteurs machin. Depuis les moissons de cette année, qu'il y en a qui ont persisté à vouloir battre du blé fin juin plutôt que d'attendre de le battre en juillet alors que la paille était pas mûre, etc. Ne me dites pas oui mais moi tout était mûr donc j'ai moissonné. Ne sortez pas une exception qui confirme la règle de mes propos. Faites pas semblant de pas comprendre ce que je dis. On a du maïs qui est encore vert fin août, temps de l'ensiler, on va être soit la première semaine de septembre, soit à mi-septembre. Et donc dites-vous bien que c'est tout le champ comme ça, quoi. Il est au même potentiel si on prend les maïs individuellement, qui sont pareils que ce qu'on faisait avant sur sol travaillé. Sauf que dites-vous bien qu'il y a un tiers de plus de population à l'hectare. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même moi je me rends pas compte parce que j'ai encore pas mis l'ensileuse ou la moissonneuse dedans. Au lieu d'être à 86 ou 87 000 pieds hectares, on est à entre 100 et 105 000. Donc vous avez un tiers de maïs en plus à l'hectare. Donc en volume, si vous l'ensilez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et en fait là vous avez un maïs qui n'a pas à concurrence, donc la tige est encore plus grosse en plus. Là on est dans le haut du champ et on voit qu'on a tous les pieds ont au moins un épi avec un deuxième petit fécondé. Et on ira voir en bas, là où il y a potentiellement plus de terre, où c'est potentiellement plus humide aussi, ce que ça donne. Mais là on a déjà dans le haut de la parcelle, on a déjà plus de 2,50 m donc sur tous les pieds. Donc c'est énorme. Donc c'est compliqué à filmer, mais au moins c'est intéressant à regarder, quoi, parce que le maïs est magnifique. Donc voilà, donc on a vu la différence entre les deux, du maïs complètement loupé. Par contre quand c'est réussi c'est impressionnant aussi. Très content de cette parcelle là. Cette parcelle là elle fait quoi? Elle fait entre 6 et 8 hectares je crois, cette partie là. Donc peut-être que cette parcelle là va suffire à remplir le silo d'ensilage, tellement il y a de monde et tellement il y a de fourrage à l'hectare. Donc ça va contribuer aussi à pouvoir ensiler moins. Donc ça fait pour le semi-direct ensiler, ça complique l'affaire, quoi, parce que ça augmente les doses de désherbage à l'hectare. Vu que vous
supprimer la plante entière et que vous n'allez pas restituer les pailles comme en maïs grain. Vous arrivez à faire plus de fourrage à l'hectare, ça diminue la surface de ce que vous allez désherber après le temps de semer autre chose. Donc tout bénef. Donc voilà la suite. Donc on termine dans la parcelle de couvert de la vidéo où je présentais le semoir. Donc là ce qu'on voit là c'est pas du maïs, c'est du sorgho fourragé. C'est du sorgho multicoupe quoi. En fait je regardais, il y a surtout le sorgho en fait qui a germé dans le mélange. Après le vert qu'on voit derrière, je pense que c'est surtout, il doit y avoir des repousses de blé parce que c'est un précédent blé. Pas mal de repousses de raies gras aussi. Mais bon c'est ce qu'on veut quoi, ça prend la place et c'est tout ce qu'on demande. Et donc on voit là, on est fin août et c'est ça en fait qui se passe à partir du moment où vous faites des couverts d'été. C'est surtout ça en fait, ça végète comme ça. Quelqu'un qui n'aurait pas la patience, qui serait défaitiste, dirait le semi-direct ça marche pas. Sauf qu'à mon avis on va se retrouver fin septembre, ça aura végété encore un peu plus longtemps. Et là on pourra tirer un vrai bilan des couverts d'été. On a déjà vu sur le sarrasin la partie où c'est bien réussi ce que ça donne. Et donc là il me semble que mon père a fait un désherbage je suis là. Il voulait absolument rentabiliser la semence sur au moins une parcelle, faire au moins une récolte fauchée quoi. Moi j'y apporte pas tant d'importance que ça. Donc là oui, vu qu'il y a eu il me semble un désherbage, c'est globalement propre quoi. On voit c'est régulier, on voit le sorgho et le raie gras qui repart. Et donc on va se retrouver fin septembre pour tirer un vrai bilan de ces couverts là. Et donc pour l'instant moi de ce que je vois je trouve ça plutôt normal et plutôt encourageant. Encore une fois il faut se dire que en dessous il y a la même chose qu'au-dessus en système racinaire. Si c'est pas plus, parce que quand on est en stress hydrique, enfin quand les plantes sont en stress hydrique, elles privilégient les racines plutôt que le feuillage à l'extérieur. Parce que vu l'ensoleillement en été, elle n'a pas besoin de faire non plus trop de feuillage pour faire photosynthèse et tout. Quand ils ont les plantes pour survivre ont vraiment besoin d'aller chercher l'eau en profondeur quoi. Vu que ça n'a pas été déchaumé, toute la pluviométrie qu'on a eue cet été, elle est encore dans le sol et ça couvre le sol et ça a permis au moins de faire germer et de voilà. Et là vu que ça crève pas, ça reste là, ça attend. Et par contre quand il va vraiment faire chaud, il va vraiment démarrer quoi. Et je pense que même fin septembre on peut espérer d'avoir du sorgho qui serait haut comme ça quoi. Donc voilà. Donc qu'on le récolte ou pas, c'est très bien dans les deux cas quoi, parce que vous avez soit du fourrage à récolter, soit derrière c'est un semis, un autre semis, peu importe ce qu'on veut semer, que ce soit une céréale d'hiver ou un autre couvert pour le maïs. Dans tous les cas le sorgho lui il va geler, donc lui il n'y a même pas besoin de le désherber. Et plus il est beau, vu qu'il forcément il va geler, plus il va être facile à détruire en roulant dessus. Et donc dans tous les cas ça prend la place d'une potentielle mauvaise herbe qu'on voudrait pas. Et donc au final tout bénef quoi. Par contre ça ressemble vraiment, quand c'est pas développé, ça ressemble vraiment à un maïs loupé. C'est assez rigolo. Et donc voilà quoi. Donc là on se retrouve en bas de la parcelle de maïs, on était tout à l'heure en haut, le maïs était plus haut. Donc là on a du maïs qui est plus bas, qui fait aux alentours des 2,10 m, 2,20 m quoi. Il est un peu plus tassé. Par contre on voit vraiment qu'il a privilégié les épis, parce que les épis sont énormes quoi. C'est pas rare de trouver des épis comme ça. Donc là on voit, ouais, putain lui par contre il est vraiment énorme au pied. Je viens juste de le voir. Voilà, on a un bambou. Là, il y a 3 épis. Ouais. Là, il y en a encore 2. Les épis sont vraiment plus gros. Donc là, on est plus riche en grains. Et c'est plus fréquent de trouver 2 épis. Donc il est un peu plus bas. Mais en proportion, il est même rendement qu'en haut parce qu'il compense par le grain, quoi. Ouais, donc cette parcelle, c'est vraiment la plus réussie, quoi. C'est impressionnant. Et même, on voit par terre, pour ceux qui voient mes mains, là, tous les pieds, ils sont larges. Au pied, ils sont larges comme ça. Ils sont épais comme ça. Ils font 4 cm, entre 3 et 4 cm de diamètre au pied. Là, vous pouvez y aller quoi. C'est raide, là, pareil, les coronaires, là, les 3-4 étages que je parlais la dernière fois sur ce pied-là, ils y sont. Et ils touchent par terre d'un côté là. Là où il y a le gros épi, ça fait pencher par là, au pied. C'est pour ça qu'ils penchent pas. On a les coronaires qui ont de la longueur de mes doigts et qui posent par terre quoi. C'est exactement ce que je voulais. Pour cette parcelle-là, c'est vraiment la plus réussie, c'est vraiment la plus jolie. Et c'est vraiment pour ça que c'est une grande fierté aussi, hein, parce que ça va faire bientôt les 1 an de la chaîne. Ça fait un peu, on va dire, fermer des bouches hein, en quelque sorte, hein, parce que pour tous ceux qui m'ont expliqué que à seulement 2 ans de recherche agronomique, de travailler sur le semi-direct, même à l'âge que j'ai, parce que j'ai seulement, pour ceux qui savent pas et qui viennent d'arriver récemment sur la chaîne, j'ai que seulement 23 ans. Donc expliquer à un milieu agricole français qui est très vieillissant, où l'âge moyen des agriculteurs est de 50 ans, arriver sur YouTube, seulement 23 ans, c'est quand même un pari pour, et en plus expliquer des choses
Bah, les commentaires, pour certains, même s'ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Même si on dit qu'on s'en fout, les commentaires ont même très négatifs quand même un impact quand même. Donc c'est pour ça que ça fait du bien au moral. Ça me fait doucement sourire de ceux qui essayent de m'expliquer un peu la vie. Oui, parce que moi j'ai essayé, ça marche pas. Ben vous avez juste mal essayé en fait. Faut arrêter avec ces arguments là de parce que je suis plus vieux que toi et j'ai plus d'expérience, je sais mieux que toi. Non. Parce que j'ai essayé et que ça a pas marché, ben c'est que ça marche pas. Non, ça non plus c'est faux. Que comme moi je les appelle, c'est-à-dire les boomers de l'agriculture là, je les mets pas tous dans le même sac, hein, parce qu'il y en a certains qui quand même ont fait avancer les trucs, mais ils sont quand même les gens qui cherchent à faire les choses bien et à se remettre en question en permanence, ou même ou qui arrivent à avoir le courage de faire des trucs malgré les critiques. En France, on reste quand même une minorité, et d'arriver à réussir ce qu'on entreprend, c'est quand même plaisant. Quand ça marche, c'est quand même vraiment plaisant, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que dans cette vidéo, ça vous aura plu et que vous aurez vu que quand on travaille pour quelque chose, qu'on fait les choses correctement, il y a un moment, ça paye. Ce champ de maïs là, on est la preuve que quand on travaille et qu'on respecte tous les fondamentaux, et ben ça paye, quoi. On a du maïs qui est magnifique avec des épis qui font entre 25 et 30 de long, tout rempli, et qu'on est fin août et on vient de se manger la semaine dernière une semaine de canicule et le maïs est ouvert. Encore une fois, on va récolter le maïs en septembre et pas au mois d'août comme certains le font. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'encore une fois ça vous aura intéressé. N'hésite pas à liker, partager, commenter, toujours pareil. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment important pour faire grossir la chaîne, pour que si notre travail vous plaît, que la parole et que la chaîne prenne plus de place sur le trafic YouTube, quoi, dans le YouTube game agri, plus de place pour les mecs comme moi que pour ceux qui disent des bêtises. Si ça t'intéresse et que tu veux rejoindre le mouvement AgroCo, il y a toujours le site internet avec l'information en bas dans la description. Puis à plus tout le monde, salut.